Donc, bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter le système AG OpenGPS. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Maxime Amprou, je suis contributeur au code d'AG OpenGPS et administrateur du forum officiel. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'AG OpenGPS? C'est un système d'autoguidage de tracteurs et de coupure de tronçons open source. C'est-à-dire que tout le système, que ce soit le parti hardware, donc le matériel, et la partie software, le logiciel, est partagé et modifiable par tous. Et donc ce système permet d'autoguider un tracteur avec une précision RTK, donc de l'ordre inférieur à 3 cm, pour un coût minime qui est inférieur à 1000 € dans la plupart des cas. Donc pour commencer, je vais vous présenter un des points clés du système, qui est l'antenne qui permet d'avoir les signaux satellitaires. Donc là en l'occurrence c'est une antenne Brotec qui coûte qui va de 80 à 100 € grosso modo, donc en dual band, qui permet d'avoir des signaux L1 et L2 et donc une précision accrue pour le RTK. Donc pour ce qui est de l'emplacement, on peut voir que ce n'est pas un emplacement classique par rapport aux systèmes commerciaux. On a l'habitude de les voir sur la cabine par exemple. Donc moi j'ai choisi de la passer là pour plusieurs raisons. Pour moi c'était le meilleur compromis entre les secousses qui font du basculement en fait qui font basculer l'antenne lors des secousses, et un compromis aussi entre la qualité des signaux GNSS. Là on voit que l'antenne elle est peu masquée, bon, même s'il y a le capot qui est relativement proche, j'arrive à avoir un fixe RTK en une quarantaine de secondes, donc ce qui est relativement rapide. J'ai essayé plusieurs endroits. Avant celui-ci, j'ai d'abord mis sur la cabine. Donc là, comme je dis, dès qu'il y avait des secousses, l'antenne ballottait énormément. Et donc c'est un des soucis du système, c'est qu'il gère mal, enfin pour l'instant en tout cas, les secousses. Et donc j'ai choisi de la mettre le plus bas possible. Donc c'est ici, comme je disais, où j'ai trouvé le meilleur compromis, après avoir essayé la cabine et le capot. Donc ensuite, il y a un deuxième organe qui est à l'extérieur du tracteur, c'est le capteur d'angle. Donc on voit juste ici, on ne va pas le voir très bien, mais donc on voit le câble qui y arrive et qui est relié à la boîte que je vais vous présenter maintenant. Donc voilà le boîtier où est relié mon capteur. Donc on peut voir que c'est un boîtier qui est relativement petit, et c'est donc ici que tout est géré, tout le système est géré. Hop. Donc là, comme on peut le voir, on voit qu'il y a un connecteur ici qui amène que ce soit l'alimentation, les différents fils du capteur, dont le capteur d'angle dont je viens de parler. Et donc sur cette carte on voit plusieurs choses. Donc pour les connaisseurs, on voit une Arduino Nano. Donc c'est un peu le cerveau du système qui traite toutes les informations des différents capteurs et qui envoie les informations au driver du moteur qu'on voit jusqu'ici. Et ce driver est relié au moteur qui lui effectue les mouvements de direction qui sont exécutés et envoyés via l'Arduino. Donc c'est ça qui fait bouger le volant et qui entraîne la direction. Donc après il y a d'autres systèmes avec notamment des systèmes hydrauliques qui sont carrément pris sur l'orbitrol et qui permettent d'entraîner le tracteur sans avoir d'artifice à rajouter sur le volant. Mais après là on est sur des coûts plus élevés qui dépassent les 1000 €. Donc pour vous présenter rapidement les capteurs, donc là on peut voir par exemple que j'ai mon BNO qui est juste ici, et donc j'ai mon MMA qui est là. Donc le BNO c'est un peu la boussole numérique du système. C'est ce qui permet d'avoir un cap, un heading, et donc ce qui a accru la facilité du tracteur à trouver sa ligne. Et donc le MMA, lui, sert à avoir le roulis, donc qui compense justement l'effet de basculement dont je parlais tout à l'heure via l'antenne. Et donc c'est le MMA qui va compenser les différentes secousses, etc. et l'inclinaison du tracteur. Donc voilà pour ce qui est du capteur. Donc on a un capteur d'angle, une boussole numérique via le BNO et un capteur de roulis via le MMA. Donc là, comme on peut voir, c'est un PCB, un circuit imprimé qu'on voit juste ici. Donc il en existe plusieurs. Moi c'est pas le PCB officiel, on va dire. C'est un PCB que j'ai conçu et réalisé moi-même. Donc j'ai fait assembler via PCBWay, qui est un site. Et donc moi j'ai juste soudé quelques composants comme le driver par exemple. Donc moi j'ai choisi de faire ce système là plutôt que de prendre le PCB officiel pour réduire les coûts, puisque le PCB officiel c'est environ 150 € tout compris. Et là moi j'en ai eu pour 60 €, sans compter le BNO et le MMA, et l'Arduino d'ailleurs. Avec un PCB assemblé, donc qui moi correspond que à mes besoins.
Donc c'est ça qui m'a permis de limiter des coûts, c'est de faire un PCB qui soit moins polyvalent mais qui corresponde spécifiquement à mes besoins. Donc mes besoins, c'était notamment de pouvoir récupérer les boutons qu'on voit sur la coudoir ici. Donc moi, l'autoguidage s'active via ce bouton-là, donc un bouton natif du tracteur. Et donc pour faire ça, c'est tout simple. Je me suis relié, j'ai ouvert la coudoir et je me suis relié via un fil sur les pins du bouton. Donc il y a ça, et puis il y a un autre système aussi. Donc là, c'est un système provisoire pour l'instant, qui est un peu archaïque, on va dire. Donc je me suis branché sur ma prise 7 plots. Donc là, c'est pour avoir l'information de relevage et donc pour activer le coloriage sur le logiciel qu'on va voir tout à l'heure en fonction de la position du relevage. Donc quand je baisse mon outil, ça active le coloriage du GPS. Donc ça, c'est vrai pour les outils portés, mais donc ça ne sera pas vrai forcément pour le pulvérisateur et pour un engrais, etc. Donc maintenant, on va passer en cabine et je vais vous présenter le logiciel et les différents systèmes à bord de la cabine. Et voilà, donc on a le moteur juste ici, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est pas le moteur le plus répandu, c'est pas le Fitjet qui est très très bon et très reconnu dans la communauté. Moi j'ai opté pour un moteur un peu petit, moins cher, bon, qui est loin d'être parfait, hein. Notamment il fait beaucoup de bruit que moi, donc je laisse toujours. C'est un moteur qui est toujours embrayé. Il y a des systèmes où on le débraye pour éviter justement les bruits et puis les trop fortes demandes de couple en cas d'un moteur qui aurait plus de force à vide. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce moteur, même si encore une fois il n'est pas parfait, et notamment à cause du bruit. Donc maintenant là on se retrouve en cabine, donc avec l'interface du logiciel. Donc là on voit que la tablette est mise au bout de la coudoir, et donc c'est une tablette qui doit être obligatoirement sous Windows 10. Donc vu que le logiciel ne tourne que sur cet OS. Ensuite, pour avoir une tablette qui soit compatible avec le système, il faut aussi prévoir est-ce qu'elle ait deux ports. Donc un port pour la charge et un autre port USB qui est relié donc au hub. Donc le hub que j'ai pas présenté, mais qui est donc le hub en fait il reçoit à la fois l'Arduino et la carte F9P. Donc moi là en l'occurrence la Drotech. Et donc ce qui facilite en fait plutôt que d'avoir deux câbles qui viennent à la tablette. Donc là on n'a qu'un câble via le hub. Et donc voilà, c'est ça qui est important à avoir, c'est bien avoir un port en plus de disponible que le port de chargement pour que la tablette soit toujours en chargement lors de l'utilisation du système. Donc ensuite pour ce qui est du logiciel, donc là on voit que c'est une version modifiée par rapport à l'interface classique. Donc c'est une version que j'ai faite. Donc c'est l'avantage de l'open source, c'est que chacun peut modifier la version vu que le code est partagé. Donc il faut juste avoir quelques connaissances en code et en C# en l'occurrence pour le système. Donc j'ai choisi de la modifier pour rendre l'interface un peu plus facile d'utilisation, qui se rapproche plus des présentations des systèmes commerciaux. Donc là on voit rapidement en bas à droite par exemple la précision qu'on a. Donc là on peut voir qu'on est en fixe RTK. En dessous la barre verte, donc c'est les données internet que je reçois, vu que moi je passe via un système N-Trip, donc via GSM. Il y a une connexion internet qui est faite via le partage de connexion du téléphone pour obtenir les corrections de ma base. Donc je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Ensuite là on a la date et heure, et donc là on a en haut les hectares qu'on a travaillé sur la parcelle. Donc là pour l'instant j'ai pas ouvert de champ, donc on est à 0. La vitesse, donc là je suis en statique, donc on est à 0, logique. Et ce qui me reste à faire, que ce soit en surface et en heure, en temps qui me reste à faire. Donc là après je peux vous présenter rapidement les principales options. Donc là par exemple pour changer la langue il faut aller ici. Donc là de base elle sera en anglais, donc il suffit de la passer en français. On a aussi les options d'affichage, pardon, avec les différentes options. Donc là par exemple on voit qu'on peut activer le son. Donc ça c'est quelque chose que j'ai rajouté avec ma version, qui permet d'avoir des sons notamment lors de désactivation de l'autoguidage. Ensuite dans les options on a diverses options. Donc moi j'aime bien activer par exemple les lignes de guidage, ce qui permet d'avoir les lignes parallèles aux lignes de guidage qu'on suit actuellement. Et donc voilà, après donc là moi j'ai désactivé les boutons de section. Donc on va le voir, c'est les boutons qu'on voit juste ici, c'est pour activer manuellement les sections. Hop, donc là je vais redésactiver. Donc voilà où sont les options d'affichage. Ensuite donc il y a beaucoup de paramètres à régler au début de la configuration du tracteur. Donc je vais pas tous les présenter parce que sinon la vidéo serait trop longue. Je pense qu'il faudrait faire une vidéo dédiée pour tous les présenter. Je peux rapidement commencer par le N-Trip, donc que j'ai abordé rapidement tout à l'heure.
Donc en fait, pour avoir une précision de l'ordre de 3 cm, l'antenne qui est sur le tracteur ne suffit pas. On a besoin des corrections d'une base qui est statique et qui envoie les corrections en temps réel à l'antenne, la rover, qui elle est mobile. Et donc pour ce faire, je passe par le réseau Centipede. Donc moi j'ai une base, une antenne qui est exactement le même système, une antenne Drotech comme on a vu sur le tracteur, et une carte F9P Drotech. Donc la seule chose qui change, c'est la configuration. Et donc cette base envoie en temps réel à cette rover, le tracteur, les corrections via un format RTCM3. Et donc là, comme on voit dans mes paramètres, je suis connecté donc au caster.centipede.fr, pardon, au port 2101, et donc je suis sur le Mont Nord, donc c'est le nom de ma base en fait, tout simplement. Et donc voilà pour ce qui est des paramètres RTK, et donc c'est ça qui me permet d'être précis à 3 cm. Hop. Donc ensuite, il y a d'autres paramètres. Donc là, la configuration des modules. Donc là, c'est toute la configuration de l'Arduino dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est sur le PCB. Donc là, on voit les différents paramètres. Je ne vais pas tous les expliquer parce que, comme je disais, il faudrait une vidéo pour tout expliquer. Et donc là, après, à côté, on a, pour ce qui est du relevage. Donc avec AG OpenGPS, on a la possibilité d'activer le relevage du tracteur, par exemple, via des relais. Donc moi, j'ai pas équipé ce tracteur-là, donc j'ai pas configuré ces paramètres-là. Mais il y a la possibilité de le faire. Ensuite, donc on a les data sources. Donc là, c'est pour les différents capteurs dont j'évoquais tout à l'heure. Donc là déjà, on a le fixe. Donc là, j'ai laissé par défaut en GGA, donc avec une alarme RTK en l'occurrence. Pour ce qui est du cap, donc moi j'ai choisi de faire en cap fixe, donc c'est-à-dire qu'il va calculer le cap du tracteur entre deux points. Donc là, moi en l'occurrence, c'est deux points qui sont séparés d'1 mètre. Donc tous les 1 mètre, il redéfinit le cap. Et donc là, pour avoir le cap, j'ai aussi une autre source, c'est la correction du BNO, dont j'ai parlé tout à l'heure également. Donc là, c'est pour ça qu'on voit que c'est configuré sur du port pour du port USB. Donc le BNO qui est relié au nano. Et pareil pour le MMA. Donc là, il y a juste une particularité, c'est qu'il faut le mettre à 0, enfin l'étalonner en quelque sorte. Donc se mettre sur une surface plane et cliquer donc ici à 0 pour que il évalue quand est-ce que le tracteur est droit, pour ensuite évaluer quand est-ce que le tracteur n'est plus droit. Voilà, donc là il s'est redémarré parce que j'ai cliqué sur valider. Donc là on se retrouve sur l'écran d'accueil. Donc on voit qu'il y a pas mal de boutons. Donc là il y a les configurations du tracteur, donc les différents systèmes, moissonneuse, tracteur articulé, tracteur classique. Les différents paramètres, donc là par exemple la longueur entre l'axe des roues arrière et l'antenne, l'empattement, etc. Donc là c'est les paramètres qui sont à rentrer qu'une fois bien sûr et qui sont valables tout le temps. Ensuite on a les paramètres d'outils, donc là on a différents types d'outils, pareil, donc que ça soit porté, traîné, à l'avant, à l'arrière. Et ensuite on peut régler la longueur de l'attelage entre l'outil et le tracteur. Les différents paramètres, donc là c'est pour allumer le coloriage avant, après, ou le relevage si on a le système d'activation et de désactivation du relevage. Les sections, donc là moi j'ai qu'une section parce que là c'était sur un outil, un Rubin puis un déchômeur à disque indépendant. Et donc les interrupteurs, donc là moi j'ai juste coché activation de l'interrupteur, donc là c'est via je vais vous montrer tout à l'heure, mais c'est via l'activation du relevage avant-arrière qui va me colorier ou pas l'écran du tracteur. Donc voilà pour ce qui est des paramètres dans leur globalité. Donc maintenant je peux vous montrer comment on crée un champ. Donc déjà je démarre le tracteur. Hop, donc une fois que c'est fait, donc on va ici. Donc là on peut soit ouvrir les champs, donc là on peut voir tous les champs qu'on a déjà enregistrés. Les trier du plus près au moins loin. Du plus près au plus loin, pardon. Si jamais on était dans un champ qui est déjà enregistré, on aurait juste à faire drive in et il détecterait automatiquement le champ s'il est enregistré. Donc moi je vais faire nouveau pour vous montrer comment on crée un champ. Donc là je vais l'appeler test 1 par exemple. Hop. Donc là on peut voir que mon champ est créé, mais j'ai pas de bordure de créer. Donc pour créer mes bordures,
Donc déjà, avant de créer une bordure, on voit que là, j'ai le nom de mon champ avec la surface, donc là, forcément 0 hectare, et le nom de mon outil. Donc pour créer les bordures, on va ici, on fait créer les bordures du champ, créer une bordure. Donc là, le décalage, en fait, c'est le décalage entre le milieu du tracteur et le côté de là où on veut que la bordure soit dessinée. Donc là, ensuite, on peut choisir si on veut que la bordure soit à droite ou à gauche de nous. Donc moi, par exemple, je vais la mettre à gauche. Voilà, donc là, on arrive sur le menu. Donc maintenant, si je lance la définition de la parcelle, hop, donc là, maintenant, ça va enregistrer une parcelle et donc la dessiner au fur et à mesure. Donc, hop, donc, je vais juste faire une parcelle comme ça pour vous montrer. Hop, donc là maintenant je fais pause. Donc là on voit que ça m'a créé une petite parcelle donc de 0,01 hectare. Donc bien sûr là c'est vraiment pour imager. Donc ensuite si on veut créer des lignes, donc là c'est très simple. On a plusieurs options. Soit on crée un point A et un point B comme les systèmes commerciaux. Donc là j'ai cliqué pour faire un point A et un point B droit, avec une droite. Donc là je vais sur plus, je pose mon point A. Et je vais pouvoir poser mon point B quelques mètres plus tard. Voilà, et donc là il me fait une droite entre mes deux points. Et donc là je vais pas l'enregistrer, mais en gros ça me met toutes les lignes comme on voit, comme sur les systèmes classiques. Et après on peut faire pareil avec une courbe, sauf que là ça va suivre la courbe entre le point A et le point B, donc de la même façon. Et sinon il y a un autre moyen que moi personnellement j'utilise plus, c'est de faire, hop, merci, de faire des points en fonction des côtés de la parcelle. Donc là c'est une petite parcelle, donc c'est pas très représentatif, mais par exemple si je veux faire une droite entre là et là, avec des lignes parallèles à ces deux points là, donc là je vais créer une ligne et donc ça va permettre de créer des lignes AB parallèles aux côtés d'une parcelle, donc c'est relativement pratique. Et donc pareil, après on peut faire la même chose, pardon, hop, sur les... Donc après pour l'activer il faut juste retourner là. Puis si on veut changer de ligne, on clique là. Donc là j'en ai qu'une, donc ça va pas changer. Et on peut faire la même chose avec des courbes. Par exemple, si je veux suivre cette courbe là, hop, je clique ici. Et donc là on voit que ça me met une courbe. Bon là, encore une fois, c'est pas très représentatif sur une petite parcelle comme ça. Mais ça me fait des courbes en fonction des côtés de la parcelle. Donc voilà pour ce qui est des créations de lignes. Donc ensuite ces lignes là on peut les décaler. Soit relativement précisément avec par exemple 2 cm à gauche, 2 cm à droite. On peut changer l'orientation aussi. Donc là ça va la tourner. Par exemple si je mets 240 degrés, on voit que ça la décale légèrement. Ou carrément la refaire en reposant un point B. Hop. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a le menu tournant, donc qui permet de faire des demi-tours en bout de parcelle. Donc là c'est comme les systèmes classiques, on a plusieurs patterns, donc par exemple celui-là, donc là à choisir le plus adapté en fonction du matériel qu'on a. Et donc moi j'ai rajouté un paramètre sur cette version là qui permet d'alterner le nombre de passages sautés. Donc par exemple en sauter 4 d'un bout et 2 de l'autre. Donc d'ailleurs j'ai fait une vidéo pour vous présenter le système, donc je vous la mettrai en description. Ça sera plus simple que de vous expliquer comme ça oralement. Et donc là après aussi on a tous les moyens de personnalisation, d'automatisation de bouts de champ, etc. Donc comme les systèmes commerciaux, on peut enregistrer par exemple dans le bout à une distance qu'on configure ici, d'activer un relais, et ce relais peut activer par exemple la montée d'un outil. Là on a énormément de moyens de personnalisation. Donc encore une fois là c'est au bon vouloir de chacun. Et pareil, donc là entrée c'est lorsqu'on arrive à la tournière, et quitter c'est lorsqu'on part de la tournière pour commencer les longueurs. Et après voilà, donc là on peut attribuer chaque nom pour chaque paramètre qu'on veut définir. Voilà, donc ensuite pour ce qui est de l'autoguidage, donc je vous en ai pas vraiment parlé jusque là. Donc je vais juste vous montrer donc comment moi j'active l'autoguidage, c'est avec ce bouton là, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc là on voit qu'il a activé son autoguidage. Donc maintenant je vais vous montrer, comme je vous disais tout à l'heure, la possibilité que j'ai rajoutée donc de colorier
et d'activer le travail sur le logiciel que lorsque le relevage est baissé. Donc comme je disais, en fait c'est très simple, je me suis relié à la preset Flow pour faire ça. Et donc on peut voir que dès que je baisse, le coloriage s'active juste ici. Donc dès que maintenant je vais avancer, il va le colorier et donc prendre en compte dans le calcul de surface travaillée et du temps restant notamment que ce que j'ai réellement travaillé, du fait qu'il compte que quand l'outil est baissé. Donc ça, comme je disais, c'est valable que pour les outils portés. Donc voilà pour ce qui est de la présentation d'AG OpenGPS. Donc comme on peut le voir, c'est un système qui est très perfectionné et qui est déjà bien au point. Donc bien sûr, c'est un système qui est pas exempt de défauts. Hein. Certes, c'est un système qui est pas cher, avec peu d'investissement. Donc on peut voir, on a une précision pour moins de 1000 euros, même pour moins de 800 euros. Hein. C'est vrai que j'ai pas parlé vraiment de prix, mais en gros tout le système, dans tout le système, c'est surtout l'antenne et la carte F9P qui va coûter cher. Donc autour de 250 euros environ pour avoir une antenne et une carte pour le rover, et le double si on n'a pas de base et donc qu'on n'est pas couvert par le système et le réseau Centipede. Donc là on sera tout de suite à 500 euros. Il y a aussi la tablette qu'il faut prendre en compte. Donc une tablette Windows aujourd'hui c'est vite 200-300 euros voire plus. Hein. C'est vraiment le minimum 200 euros je pense. Donc il y a ça. Après pour ce qui est du reste, donc comme je disais, le PCB 150 euros en moyenne. Après pour ceux qui s'y connaissent, hein, il y a moyen de faire comme moi, de diminuer un peu les coûts en prenant que ce qui est vraiment adapté à nos besoins. D'ailleurs si jamais vous avez des questions de ce point de vue là, n'hésitez pas à me contacter moi, ou même le mieux c'est de poser la question sur le forum. Donc voilà. Après peut-être que donc là on est en train de mettre au point un tutoriel pour expliquer tous les réglages dont j'ai pas forcément abordé, parce que comme je disais il y a beaucoup de temps à passer, donc certes c'est peu coûteux mais il y a énormément de temps à passer, que ça soit dans le paramétrage, dans la documentation pour choisir l'hardware adapté à ses besoins, même si aujourd'hui l'hardware on a pas mal de recul du fait qu'il y a une communauté qui est grandissante, que ce soit au niveau français ou même mondial. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, donc j'espère qu'elle aura répondu à la plupart de vos questions. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser soit à moi directement via Twitter ou Telegram, ou n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions directement sur le groupe Facebook, ce sera plus simple. Ça permettra à plus de personnes de vous répondre. Ou même le mieux, ça serait de poser la question carrément sur le forum. Il y a une communauté française qui est très active et même internationale. Donc en plus, ça permettrait de laisser une trace de votre question pour éventuellement répondre à des futures interrogations des personnes qui auraient les mêmes questions que vous. Donc ça serait un plus. Voilà, pour la suite du système, donc c'est un système qui évolue très vite, donc ce que j'ai dit aujourd'hui sera peut-être pas vrai demain. Moi-même d'ailleurs je travaille sur une nouvelle version avec une nouvelle interface. Donc c'est l'avantage de l'open source, c'est que le système évolue vite et est de plus en plus performant. Bon, merci de votre attention. J'espère, comme je disais, d'avoir répondu à la plupart de vos questions. Donc bon courage si vous vous lancez dans le projet. Ce sera avec plaisir de répondre à vos questions. Et à la prochaine.